Bienvenue sur un nouveau podcast de Vegan Fighter France. Aujourd'hui, c'est un nouvel épisode spécial qui vous attend. D'ordinaire, nous avons le plaisir de vous partager le parcours martial et vegan de différents athlètes vegan. Mais Martin vous a déjà régalé de quelques épisodes spéciaux, comme l'épisode numéro 9 où il échangeait avec Thomas Saidi, qui était enquêteur dans les abattoirs pour une association de protection animale. Aujourd'hui, nous recevons une nouvelle invitée spéciale, j'ai nommé Tiffaine Lagarde. Tiffaine est cofondatrice de l'association 269 Libération Animale, ainsi que d'un sanctuaire pour animaux. Tout au long de cet échange, nous parlons d'alliances possibles avec le monde paysan, de liens entre l'antispécisme et d'autres mouvements sociaux, du rôle que peuvent jouer les sanctuaires antispécistes dans la création d'un monde nouveau, ou encore des différentes stratégies des mouvements de protection animale. Avant de vous laisser écouter ce nouvel épisode, je vous invite à relayer notre cagnotte Tipeee. Vous pourrez la retrouver en description. Nous avons plein de beaux projets avec Martin, et pour les mener à bien, un peu d'aide serait pas de refus. Le contenu que nous proposons est réalisé sur nos fonds propres, et nous souhaitons continuer à faire évoluer ce petit projet. Toutes les infos sont sur le Tipeee. Bien évidemment, je peux pas vous parler de la cagnotte de Vegan Fighter France sans vous inviter également à relayer et soutenir la cagnotte en faveur de 269 Libération Animale, que vous pourrez retrouver également dans la description. Allez, je m'arrête là. Bonne écoute. Bonjour Tiffaine. Bonjour Ben, bonjour à toutes et à tous. Pour commencer, je te propose de te présenter et de présenter également 269 Libération Animale. Alors, 269 Libération Animale est un collectif et un sanctuaire qui a pour particularité d'avoir très tôt approché et perçu le spécisme comme un phénomène social et historique. Et par conséquent, de cette analyse qu'on pourrait appeler matérialiste du spécisme, eh bien, 269 Libération Animale a engagé une pratique de l'action directe qui a commencé depuis 2016 et qui vise ce qu'on appelle les structures de la domination, donc principalement les abattoirs, à travers des actions de blocage, des libérations d'animaux et puis d'autres choses dont on peut évidemment un petit peu moins parler ici, mais qu'on va qualifier d'opérations de sabotage. Donc c'est vraiment la singularité de 269 peut-être dans le paysage animaliste, voilà, que de procéder avec ce mode d'action. Voilà, si je peux faire court, ce que je peux en dire. Bon, c'est court et c'est pas mal. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est la définition du coup que tu utilises de l'antispécisme. Donc en général, quand on parle d'antispécisme, les gens ils ont en tête l'idée que du coup, c'est ne pas prendre en considération la race comme un critère pertinent de discrimination. Donc c'est pas parce que une fourmi est une fourmi que moi, en tant qu'humain, ça me donne le droit de la tuer. Et l'approche du coup que tu as et que 269 Libération Animale a, du coup, elle est un peu différente par rapport à celle-ci. Ou elle est plus détaillée peut-être d'une certaine manière. Oui, tout à fait. Alors tu as raison quand tu dis normalement le spécisme, c'est vrai qu'on le d'ailleurs d'après Singer, hein, on le définit plutôt comme un préjugé individuel, hein, le fait de discriminer sur le critère de l'espèce, comme il existe une discrimination sur l'aspect de la race ou du genre. Mais malheureusement pour nous, cette définition en fait du spécisme ramène tout ça à un échelon individualiste, si je puis dire, comme si finalement ça reposait sur le bon vouloir de chacun, comme si être spéciste était un choix individuel avant toute chose. C'est un petit peu ce qu'on pourrait appeler du moralisme, voilà, de la philosophie un petit peu morale. Et évidemment, quand on a côtoyé les abattoirs, quand on est allé dans ces lieux-là, d'emblée nous saute à la figure le fait que c'est pas exactement ça, c'est davantage un système en fait, un vrai système d'exploitation qui fonctionne avec des entreprises, avec des personnes et qui s'impose à nous. Et je crois que ça a été fondamental dans l'expérience de 269 que d'approcher en fait ces lieux et finalement, voilà, face à eux, de comprendre que toute l'analyse très individualiste, moraliste, comme je l'appelais tout à l'heure, n'est pas pertinente et que c'est un réel système d'exploitation. Et puis les recherches historiques nous montrent aussi comment sont nées toute cette exploitation animale de masse, comment on est passé d'un régime d'autosubsistance à quelque chose de beaucoup plus massif, d'industrialisé. Et tout ça a une histoire qui est entremêlée avec celle du capitalisme, évidemment. Et de par ces recherches, de par ce que nous avons vu sur le terrain, bien évidemment, on a adopté une toute autre définition du spécisme que moi, tout simplement, je définis comme l'exploitation animale, en fait. Voilà, si pour faire simple, c'est peut-être la définition que nous en donnons.
Ouais, ce qui est intéressant aussi par rapport à 269 Libération Animale, c'est que votre vision politique, en tout cas en tant qu'association, du coup, elle a évolué. Si on prend 269 Libération Animale à ses débuts, vous n'aviez pas une approche du coup qui va intégrer autant de luttes différentes et le point de vue d'autres personnes du coup au travers de ces luttes-là. Donc Oui. j'ai écouté certaines de tes interventions, tu parles notamment pas mal d'afro-véganisme. Donc tu es revenu aussi notamment sur un petit tollé qu'il y avait eu il y a quelques années que vous avez voulu vous rajouter à une lutte antiraciste, à une marche antiraciste. Et suite à ce tollé-là, du coup, vous avez évolué votre point de vue du coup sur la politique, votre point de vue de manière générale. Et, euh, et maintenant, vous définissez clairement du coup de Centre Libération Animale comme des anarchistes du coup, des anarchistes antispécistes. Oui, tout à fait, Ben, et tu fais bien de le rappeler parce que c'est aussi l'une de nos singularités, c'est peut-être l'évolution des positionnements comme des méthodes de lutte. Et je crois que dans tout type de combat, c'est aussi très important parfois de reconnaître ses erreurs et d'en faire justement à la fois des points d'ancrage, mais aussi des jalons finalement pour essayer de se renouveler, de proposer autre chose et surtout de comprendre ce qui ne va pas dans le mouvement social qui nous occupe. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de points qui ne vont pas dans la lutte antispéciste et qui fait aujourd'hui aussi qu'elle est plongée quand même dans un relatif échec, on va pas se mentir. Et tu as raison, on a beaucoup varié sur le discours, tout simplement, qui a été diffusé. Alors, je dirais que même avant la naissance de 269 Libération Animale, que ce soit moi comme l'ex-cofondateur, avions évidemment un positionnement qui était plus à gauche, on va pas se mentir, hein, voilà, avec un passé quand même dans d'autres luttes de gauche. Mais néanmoins, je vais dire qu'on n'avait pas fait la connexion avec la cause animale. Et c'est vrai qu'au début, on a été très attirés par la forme de happening un petit peu choc que proposait le mouvement 269 Life, hein, qui s'est fait connaître voilà, pour des happenings assez esthétiques et assez faussant, mise en scène, etc. dans la rue. Et c'est vrai qu'on a commencé à militer par ce mode-là avec un discours qui était très exclusivement, on va dire, porté sur la cause animale, assez virulent et finalement pas du tout politisé. Et c'est en militant, si je puis dire, en voyant aussi les effets de ce militantisme-là que nous avons évolué sur la question. Et tu as raison de le rappeler, c'est aussi une de nos plus grandes erreurs et en même temps ce qui nous a permis justement de changer de point de vue et de méthode et ce qui est finalement très salutaire, c'était une action que nous avions prévu de faire en 2017, si je ne dis pas de bêtises, et qui voulait faire un parallèle très clair entre l'esclavage humain et animal, hein, si je puis dire. Et à cette occasion-là, nous avons reçu de nombreuses réactions de la part des luttes antiracistes pour nous dire que c'était un positionnement qui était très problématique, qui était vécu comme quelque chose de très douloureux pour ces descendants de l'esclavage, etc. Et c'est vrai que finalement, dans la cause animale, on procède beaucoup par analogie. J'ai l'impression que pour justifier la lutte antispéciste, on est toujours en train de la raccrocher en fait à une autre lutte plus importante et qu'on a tendance à tomber dans ce travers de l'analogie. Mais d'ailleurs, toute la philosophie antispéciste a été construite comme ça, hein. Je citais tout à l'heure Singer, mais il y en a d'autres. Voilà, on fait des parallèles en fait pour justifier qu'on existe. Et je crois que c'est un grand piège. Et je pense surtout que c'est très mal perçu à l'extérieur et on comprend bien pourquoi à partir du moment où l'animalisation des corps en fait racisés a été un des grands éléments fondateurs du racisme quand même. Donc je crois qu'on peut pas arriver comme ça, comme si finalement il n'y avait pas d'histoire avant nous, pas de gens qui avaient lutté avant nous et se dire bah allez pour faire un petit peu de choc on va imposer une analogie qui pose problème et ça, évidemment, on a abandonné du coup l'idée de faire ce happening-là, mais surtout, on a compris beaucoup de choses à ce moment-là, et surtout ce besoin de sortir de ce réflexe de l'analogie et de comprendre que le racisme, il existe toujours, le sexisme aussi, et qu'il faut arrêter de se servir de ces luttes-là comme des cautions, ou comme des espèces d'exemples pour servir notre cause à nous. Et à partir de ce moment-là, on s'est débarrassé d'un tas de choses très négatives et très contre-productives et on a complètement changé de méthode de lutte et on est passé à l'action directe assez rapidement. Donc je pense que c'est une erreur qui a été commise et en même temps qui a permis de créer une vraie évolution stratégique et politique tout à fait pertinente. Ouais, c'est un point du coup qui est important de savoir
accepter l'autocritique aussi, accepter les critiques extérieures Tout pour à fait. réfléchir et faire évoluer les choses. Tu Oui, parlais du sexisme, effectivement, et ça me refait penser au 8 mars. Donc le 8 oui, mars, qui est la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, où pour le coup, c'est pas rare de voir des véganes, donc en l'occurrence, soit des femmes ou des mecs, peu importe, mais du coup, avec des affiches, tu vois, arrêtons d'exploiter, par exemple, les vaches. oui. Donc, les vaches laitières qui sont inséminées, qui sont des mères, et du coup, que beaucoup de véganes antispécistes, ils raccrochent ça, du coup, aux droits des femmes de manière générale. Et du coup, c'est un peu problématique parce que ça invisibilise du coup la question du coup de cette journée et du coup ça la raccroche à quelque chose. Ça peut faire que le message il est mal compris et perçu et bloquer les gens plus qu'autre chose. Mais tu as tout à fait raison, hein. Ben, c'est vrai, c'est un travers qu'on avait en tout cas tendance à beaucoup exploiter. C'est ce que je le disais, c'est mettre l'antispécisme à la remorque d'autres luttes plus connues pour exister. Comme si on se suffisait pas à nous-mêmes aussi quelque part. Et je crois qu'il y a une très grande différence quand on parle de similarité, par exemple, dans les processus d'exploitation ou de domination, ce qui peut parfois être vrai, hein. On peut, sur certains points, essayer d'établir des comparaisons entre le système spéciste, raciste, sexiste, mais il n'empêche que ça reste des oppressions qui sont très singulières, autonomes les unes des autres, et qu'il ne faut pas les noyer dans, voilà, dans un grand fourre-tout, et surtout utiliser de l'analogie comme un outil un petit peu dominant, c'est-à-dire pour essayer de se visibiliser, ben hop, se raccrocher à quelque chose qui est connu, populaire ou en tout Mm. cas plus populaire que nous et essayer de profiter de cette visibilité-là. C'est un système en fait en soi qui est déjà problématique, une méthode de pratiquer qui est problématique et il est urgent évidemment de s'en débarrasser et puis du coup de se reporter un petit peu sur l'histoire de notre propre lutte aussi. Je crois qu'il y a tous les éléments pour essayer de tracer une histoire du spécisme et d'essayer de comprendre comment il fonctionne depuis longtemps et pourquoi il est si particulier, pourquoi il consomme aussi autant de victimes. Et il n'y a pas besoin forcément d'aller s'accrocher ailleurs. On peut être solidaire sans essayer de s'utiliser les uns les autres. Voilà, je crois que ça, c'est très important. Ouais. Ouais, moi, je suis totalement d'accord avec toi quand tu dis effectivement que ça se suffit à soi-même du coup Oui, pour s'expliquer. Mais après, c'est vrai qu'il faut le faire avec des pincettes quand on utilise l'analogie, quoi. Parce qu'il y exactement. a des histoires de lutte qui sont très intéressantes, qui permettent d'apporter de nombreuses idées, de nombreuses manières de lutter au cours de l'histoire, du coup, qui peuvent également aider pour améliorer le sort des animaux, de manière générale. Exactement. Du coup, j'ai remarqué qu'au mois d'août, tu avais été plutôt actif dans différents événements. Donc, du coup, j'étais surpris notamment de te retrouver au Larzac, du coup, à un festival de rencontres des luttes écologiques qui s'appelait Les Résistances et qui a été mis en place avec, du coup, notamment la Confédération paysanne. Et du coup, tu étais présente à ce festival pour un atelier, notamment, du coup, avec la Confédération paysanne qui avait pour titre comment, du coup, les agriculteurs, ou les éleveurs, je crois même, peuvent faire une alliance avec les antispécistes. Donc il y avait 209 Libération Animale, il y avait d'autres assos, donc notamment une asso qui s'appelle Novicem de mémoire, qui lutte Oui, contre c'est les ça. fermes-usines. Et du coup, l'idée, c'était de faire un échange du coup entre la Confédération paysanne, alors un éleveur qui se dit antispéciste, Oui. et du coup, et les différentes associations pour voir quels sont les points d'alliance qui pouvaient être présents. Et c'était assez intéressant cette discussion. Ça a créé de vifs échanges. Il devait y avoir, je sais pas, peut-être 10, 12 véganes antispécistes sur la centaine de personnes qui étaient là. Et il y avait pas mal à côté du coup d'éleveurs, d'agriculteurs, de maraîchers. Et du coup, comment t'as vécu cet échange? Et pourquoi du coup ce choix de venir échanger avec la Fondation Paysanne également, c'est intéressant. Oui, Ben, bah, tu as raison de mentionner cet élément parce que c'est un événement qui est quand même super important, il me Ouais. semble. Alors, Vous en avez parlé, je me rappelle, excuse-moi, je te coupe, mais ils ont commencé du coup l'atelier en disant c'est historique, attention, oui, voilà, les c'est éleveurs et ça. les antispécistes vont échanger ensemble. C'était le moment un petit peu chaud de ce festival qui avait été largement préparé en amont. Je tiens à le dire parce que ça avait déjà en interne en fait suscité beaucoup de controverses. C'est nos liens avec les camarades des Soulèvements de la Terre qui ont fait qu'on était présent à ce festival, hein, très clairement. Je n'en ai pas à m'en cacher, au contraire. Et c'est vrai qu'on avait, enfin, du côté de l'organisation, en tout cas, il y avait une réelle volonté
d'essayer de montrer l'importance de faire ce lien, même s'il paraît très difficile à construire, ça va de soi, entre le milieu paysan, je dirais peut-être, et le milieu antispéciste. Mais en amont, il y a eu bien des heures de négociation pour parvenir ne serait-ce qu'à tenir en fait cet atelier, puisque déjà la Confédération paysanne avait un petit peu d'impréhension, c'est le moins qu'on puisse dire, et n'était pas forcément d'accord voilà, sur le principe même de la tenue de l'atelier. Néanmoins, moi, en tout cas de mon côté, j'ai été déterminée parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, continuer de pratiquer l'entre-soi dans le milieu animaliste n'est pas porteur ne pourra en tout cas pas être porteur de grands changements. Et je crois qu'il faut absolument aujourd'hui être dans une démarche d'alliance, du moins stratégique, avec, avec des personnes qui souffrent en fait exactement de la même chose que les animaux. Et je crois qu'aujourd'hui, le curseur que 269 Libération Animale a mis sur le capitalisme, et en tout cas sur ce que le capitalisme fait aux animaux, eh bien, nous permettrait de trouver une certaine convergence vers des cibles déterminées. Je pense aux fermes-usines, aux abattoirs industriels, etc. Et moi, je crois beaucoup sur ce volet-là à une alliance possible avec les classes paysannes, si je puis dire, et notamment les paysans qui souffrent eux-mêmes en fait de ce système-là, qu'on essaie à tout prix d'embarquer dans un système mortifère. Et moi, il me semble qu'à ce titre-là, la Confédération paysanne peut être un interlocuteur intéressant. Alors, tu l'as rappelé, Ben, ça n'a pas été facile et on ne peut pas franchement dire qu'en termes de construction d'alliance, ça a été un vif succès, puisque la Confédération paysanne se maintient dans cette position de dire qu'elle ne peut pas s'allier à des antispécistes parce qu'il y a une trop grande divergence sur le fond, en fait, hein, puisque Ouais. évidemment, nous sommes abolitionnistes et pas eux, hein, puisqu'ils défendent l'élevage, etc. Mais moi, je crois que c'est bien dommage de ne pas réussir à dépasser cette divergence de fond qui, de toute façon, est irréconciliable pour aller sur une alliance au moins, une alliance éphémère, je veux dire, sur une cible déterminée et finalement plus sur la forme. Et moi, je trouve ça assez dommage, mais je pense que cet atelier, même s'il n'en est pas ressorti, voilà, quelque chose de construit, et d'acté, on va dire, il a créé quand même, il a semé, on va dire, des petites idées, voilà, à droite, à gauche. Et moi, je trouve que pour ça, c'est toujours, hyper intéressant de le faire. Et surtout quand nous aussi, on avance un discours qui est celui de dire, à l'époque, le capitalisme, quand il est né, ça a été aussi quand même un accaparement des terres. On le sait très bien dans l'histoire, le système capitaliste a fait en sorte d'exproprier les classes paysannes ouvrières, hein, pour les transformer en prolétaires dans les villes. Donc il y a quand même comment dire, je pourrais dire que l'histoire finalement de la paysannerie, elle est mêlée à celle du capitalisme et donc elle est mêlée à celle de l'exploitation animale. L'exploitation animale de masse a été aussi utilisée contre les paysans et paysannes à une époque pour que tout ce système capitaliste se mette en place. Et ça, je crois que c'est une histoire qui n'est pas connue, qui mériterait d'être mise en lumière et qui nous permettrait aussi à partir de là de montrer finalement tous les liens qui existent et depuis bien longtemps entre exploitation animale massive, industrielle et la domination voilà, du monde paysan local. Et je crois vraiment que ça doit être absolument mis en lumière aujourd'hui. Ouais, mais c'est vrai qu'au final, le résultat est pas si pire, on peut dire, de cet atelier. Parce qu'en comparaison du début, où il y avait 10 personnes pour le care, donc pour soigner, entre Oui, guillemets, les personnes si jamais il y avait des embrouilles, on avait l'impression limite qu'ils allaient distribuer des gants de boxe à tout le monde dès qu'on allait c'est partir en ça. combat. Et puis, au début, c'était un peu, tu dis, ok, qu'est-ce qui va se passer? L'ambiance devient bizarre. Et, mais au final, c'était plutôt intéressant et ça permet aussi de comprendre un peu la vision qu'ils ont la Confédération paysanne. Donc, notamment le fait qu'ils veulent pas faire d'alliance, ou en tout cas d'alliance pendant un certain temps, on va dire. Effectivement, la vision abolitionniste, c'est pas trop leur truc, mais notamment à cause des élections que eux ils ont et par rapport au fait qu'ils sont minoritaires face au syndicat le plus important qui est la FNSEA. Bien sûr. Et ça amène des choses. Idéalement, en fait, je pense qu'il nous faudrait un syndicat agricole vegan. Mais oui, mais peut-être, c'est vrai.
Surtout que je Ouais. crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, notamment parmi les camarades des Soulèvements de la Terre, il y a quand même pas mal de jeunes personnes qui se destinent en fait, hein, à entrer dans le monde de l'agriculture et qui veulent essayer de développer des méthodes, d'agriculture, très clairement, voilà, végétale, végane ou en tout cas sans exploitation animale. Donc moi, je trouve que ça serait intéressant aussi que ces personnes-là portent ce combat à l'intérieur en fait, hein, du milieu paysan et je pense qu'à force, avec des personnes et des camarades comme ça, on pourrait réussir à construire quelque chose et à montrer que le mouvement antispéciste n'est pas un mouvement contre les paysans. Ça, je crois aussi que c'est très, très important de le faire comprendre. Voilà, moi, je vais te dire honnêtement, par priorité aujourd'hui, ma cible prioritaire, c'est l'exploitation animale industrielle. Le jour où il y Oui, c'est aura plus sûr. que l'élevage paysan à combattre, entre guillemets, mais on aura déjà fait le pas le plus grand. Donc, je crois qu'aujourd'hui, voilà, il faut aussi être intelligent stratégiquement en termes de cible. Et je pense que le mouvement vegan se disperse beaucoup là-dessus et finalement met un petit peu tout le monde dans le même panier. Et encore une fois, en décontextualisant tout, en fait, en n'ayant pas connaissance des données historiques de comment les éleveurs se font aussi embarquer dans des systèmes d'exploitation crades et immondes, hein, on va pas se mentir. Et je crois que c'est vraiment important aujourd'hui d'avoir de prioriser en fait nos cibles. Et je pense que si on le faisait, les alliances seraient beaucoup plus faciles à construire. C'est sûr que si on commence déjà par dire que tout le mouvement antispéciste va se focaliser sur l'exploitation animale industrielle, donc sur en termes de cibles concrètes, sur les abattoirs, les grosses fermes-usines, etc., moi je pense vraiment qu'on arriverait beaucoup plus à créer de la solidarité. Ça, c'est une certitude. Ouais, pour le coup, l'agriculture végane, ça existe déjà. Il y a déjà des petits collectifs, des petites assos qui font ça, mais ça reste vraiment très minoritaire, quoi, au final. C'est Oui, l'AVF, l'Association végétarienne de France, qui oui, tu as s'intéresse un peu à raison, ce c'est vrai. sujet-là et qui a mis ça un petit peu en avant. Mais bon, ça débute petit à petit, mais bon, faut pas, ça va pas prendre de l'ampleur avant plusieurs années. Et oui, ça, c'est Et une certitude. effectivement, ouais, c'est vrai que quand on prend le mouvement antispéciste de manière générale, la force de frappe est assez importante si tu prends en considération le fait que tu des assos et des personnes qui s'intéressent aux animaux de laboratoire, des personnes et des assos qui s'intéressent aux animaux dans les cirques, même si la loi elle est passée maintenant, dans Oui. la chasse. Enfin, c'est vrai que la galaxie, on va dire, antispéciste, elle est quand même assez conséquente, mine de rien. Oui, tout à fait, mais c'est vrai qu'après moi là-dessus, je trouve que la politique, le temps en fait, la politique pour les luttes sociales, c'est toujours une question de tempo, de moments stratégiques à saisir, et cetera. Et ça, je trouve qu'on le fait pas assez dans le mouvement antispéciste. Je pense qu'il faut vraiment comprendre que quand on est dans un échec total comme le nôtre, parce que moi ça c'est quelque chose que je reconnais depuis longtemps, je veux dire on n'a pas fait varier le cours de l'exploitation animale et en plus on est une lutte qui est assez invisible dans le paysage des luttes sociales. On va pas se mentir, même si aujourd'hui il y a quelques évolutions et en tout cas nous on y travaille depuis de nombreuses années et c'est pas rien d'être invité dans des universités d'été ou dans des festivals qui sont quand Mhm. même voilà connotés à gauche et ou connotés écolo, etc. Mais il n'empêche que c'est quand même difficile aujourd'hui. Et je crois que quand on regarde cet échec de manière frontale, il faut comprendre que tant qu'on ne frappera pas très fort et sur des cibles qui parlent à tout le monde et qui ont une forte charge symbolique et une forte charge communicative, si je puis dire, je crois qu'on n'y arrivera pas. Et c'est pour ça que des fois, je déplore un peu cet éparpillement sur plein de petites luttes et plein de petites problématiques. Je crois vraiment que ce qui consomme le plus de victimes animales aujourd'hui et ce qui est le plus capitaliste, c'est l'exploitation animale pour la viande. Et moi, je crois que c'est ça qu'on aurait intérêt à cibler massivement parce que je pense que c'est vraiment un secteur clé. C'est là-dessus qu'on pourrait faire comprendre beaucoup de choses. Et je crois que c'est là-dessus aussi qu'on pourrait, comme je le disais tout à l'heure, forger des alliances et avoir un discours très politisé. Voilà. Autant sur la chasse, etc., on a des discours qui sont très finalement qui sont complètement apolitiques, qui restent sur la sensiblerie et sur la souffrance animale. Mais ça, malheureusement, aujourd'hui, ça ne convainc pas forcément et surtout, ça ne nous montre pas comme étant une lutte sociale. Et moi, je crois vraiment qu'il faut prioriser. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'occuper de la chasse, du cirque, etc. Mais je crois qu'il y a besoin de plus de force aussi sur d'autres cibles. Et que ça, vraiment, pour moi, c'est déterminant parce que sinon on n'y arrivera pas en fait. Tant qu'on ne fera pas cette fameuse fracture dans le mouvement social et dans le monde social sur la question animale, on n'arrivera pas à pouvoir négocier quoi que ce soit comme avancement. Moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas négocier, mais je pense que c'est pas aujourd'hui, c'est pas le moment. Quand on n'est pas fort, quand on n'incarne pas une menace, en fait, on peut pas négocier parce qu'on n'est rien. Donc, je crois vraiment que
voilà, moi je suis pour recontextualiser tout ça et vraiment réfléchir en termes de temporalité politique. Ça pour moi c'est très, très important et on est très proche d'un philosophe qui s'appelle Geoffroy de Laganerie que j'aime beaucoup et qui est un ami, et un soutien de 269 qui l'explique très bien, hein, dans son ouvrage qui s'appelle Sortir de notre impuissance politique, où justement, il a aussi cette posture très offensive que doivent avoir les luttes de gauche. Et moi, je crois que c'est vraiment hyper important de comprendre ça. Ouais, effectivement. Après, je sais que c'est une critique que moi j'ai pensé à une époque et que j'ai entendu encore justement il y a pas longtemps dans l'Arzac là. C'est notamment par rapport au fait, tu vois, à l'action directe, que les Oui, antispécistes qui font des actions directes en fait, que c'était pas le moment, d'une certaine manière, où c'était trop jeune, l'antispécisme est trop jeune, le véganisme est trop jeune, et pas suffisamment accepté dans la majorité de la population pour faire des actions directes à l'heure actuelle. mais moi, je crois, Ben, que ça révèle un problème, c'est qu'on associe la politique à l'adhésion des masses. En fait, on veut toujours massifier nos luttes. Tu remarqueras que quand on parle d'évolution positive d'une lutte, on se réfère toujours au nombre de ses participants, comme s'il fallait toujours massifier pour être efficace. Or, moi, je détache la politique de l'adhésion des masses pour lui redonner un côté rapport de force. Pour moi, le rapport de force, il peut être beaucoup plus efficace finalement qu'attendre que l'opinion publique soit avec nous, etc., etc. Et moi, c'est pour ça que la pratique de l'action directe m'intéresse parce que je crois que le rapport de force, elle peut l'amener, elle peut le créer et du coup, elle peut nous faire exister vraiment avec beaucoup plus de puissance que ne le fera toute autre méthode très pédagogique qui reste finalement sur de l'information. Alors moi, c'est évidemment mon point de vue, hein, je ne dis pas que c'est forcément la réalité, la vérité, ça seul l'avenir nous le dira, mais je crois vraiment que de toute façon, il faut bien se mettre quelque chose dans le crâne, c'est que la lutte antispéciste n'aura jamais la force du nombre avec elle. Autant la lutte écolo, elle peut faire sortir dans la rue des milliers de personnes, autant nous, on ne fera jamais descendre dans la rue des milliers de personnes, c'est une évidence, parce qu'on lutte pour quelqu'un d'autre que nous. On lutte pour des opprimés qui ne sont pas là, qui ne seront pas dans la rue, qui sont largement invisibilisés. Donc malheureusement, il faut avoir conscience de ça. Puis aujourd'hui, on est dans un monde qui va mal, où les gens doivent déjà se soucier de leur propre survie et de leurs propres oppressions, hein, des oppressions qu'ils subissent eux-mêmes dans leur chair. Donc il va de soi que sur la lutte antispéciste, on ne sera pas des milliers. Eh bien, prenons en considération ce constat et se disons, alors à partir de là, puisque de toute façon, on ne peut pas massifier, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc nous, en fait, je crois qu'on part d'un tout autre début, si tu veux, que les autres luttes. Et ça, il faut l'intégrer et se dire, eh bien alors, peut-être qu'il faut autre chose. Et moi, je crois beaucoup au rapport de force, à la confrontation. Je pense que la politique n'est que le terrain, de toute façon, de position antagoniste et qu'il faut à un moment donné l'assumer et se dire, puisque de toute façon, on est minoritaire, mais on veut quand même imposer des changements, il faut taper fort tout de suite. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Et l'histoire, parfois, quand même, nous donne raison. Voilà, quand je vois des mouvements Ouais, comme... c'est vrai que j'ai beaucoup parlé à l'époque des suffragettes, elles étaient quand même pas bien nombreuses. Il a fallu qu'elles tapent fort à un moment donné, qu'elles sèment le trouble public et qu'elles inversent la balance. Et je crois que, en tout cas pour moi, c'est quelque chose qui me parle, ça. Voilà. Et je crois que l'action directe, ça repousse pas l'opinion publique, en plus, contrairement à ce qu'on peut penser. Moi, je trouve ça beau, je trouve ça terriblement beau, et je trouve qu'en plus, ça nous crédibilise beaucoup. Voilà, ces personnes qui arrivent comme ça dans une machine abattoir qui ne s'arrête jamais, qui ont la faculté quand même de l'arrêter, d'en arracher des animaux. C'est beau, c'est tellement enthousiasmant, puissant, que moi, je crois qu'au contraire, en plus, contrairement à ce qu'on peut penser, ça nous éloigne pas de l'opinion publique, mais en plus, ça peut la rapprocher, en fait, tout simplement, et lui montrer que ça peut être aussi une lutte qui est très crédible, qui est très forte. Voilà. Et ça, je crois que c'est très important. Désolée, je parle beaucoup, hein, mais voilà. non, non, mais J'espère que c'est t'inquiète, c'est compréhensible. très bien. C'est très bien, t'es compréhensible et c'est Tant toujours mieux. très intéressant. Ouais, effectivement, tu parles des suffragettes, ouais, c'est vrai que les suffragettes cassaient des vitrines à l'époque, elles s'opposaient à la police, Ouais, elles et avaient vraiment c'est un une mode part. d'action qui était spectaculaire, on pourrait dire, mais dans le bon sens du terme. Et pourtant, Ouais. elles n'étaient pas nombreuses, mais voilà, elles ont commis des incendies, du sabotage. Enfin, en fait, elles ont vraiment repris
l'espace des luttes. Et ça, je crois que c'est vraiment très important. Et en plus, elles l'ont fait avec leur corps. C'est Elsa Dorlin qui dit que les corps des suffragettes étaient devenus des bombes humaines. Hein, et Ouais, dans c'est cette philosophie vrai. de la violence. Ouais. C'est une très très belle expression, mais voilà. Alors oui, on peut en venir sur la question de la violence, mais je crois que la violence politique est nécessaire parfois et que la gauche aurait tout intérêt aussi à s'emparer de cette question-là et de ne pas vouloir rentrer dans un espèce de dogme de l'anti-violence ou de la non-violence plus exactement, hein, ce qui est beaucoup avancé notamment par les mouvements écologistes. Hein, voilà, on a toujours l'impression que pour être crédible, il faut être non-violent. Moi, je pense que la violence n'est pas un vilain mot, n'est pas un gros mot. La violence, c'est le rapport de force. Et puis moi, je préfère ce qu'utilisent les antifascistes comme catégorie, c'est-à-dire l'autodéfense. Moi, je crois que la violence des dominés, elle n'existe pas. C'est comme le racisme anti-blanc, ça n'existe pas. Quand tu es un dominé et que tu te défends, c'est pas de la violence, c'est juste de l'autodéfense. Voilà. Et moi, je trouve que c'est assez pertinent aujourd'hui aussi de réinvestir ces catégories-là et en tout cas de ne pas les mettre sous le tapis en disant « Oh là là, si on parle de violence, on va forcément être mal vu de l'opinion publique. Alors vite, vite, évacuons cette question et présentons-nous avec une petite étiquette de non-violent. » Je crois que c'est pas… Il faut un petit peu démoraliser voilà, la question de la violence et l'envisager plutôt de manière tactique et stratégique. Et évidemment, quand je parle de violence, je ne parle pas de tuer des personnes. Non, non, hein, je parle de violence envers les biens matériels. Ça va de soi. Ouais, ouais, tu parles de Elsa Dorlin, du coup, c'est son ouvrage Philosophie de la violence que tu cites, j'imagine, Voilà, tout à fait, qui est que vraiment je un recommande, magnifique livre. Mm. ouais, que je recommande à tout le monde, qui est super intéressant. Enfin, qui reprend du coup différentes luttes, du coup, et de quelle manière, du coup, les différentes catégories de personnes ont répondu à des violences qu'elles subissaient. C'est ça, Du coup, voilà, tout en à place, fait. contre-violence d'une certaine manière, une contre-attaque du coup à celle-ci. Exactement, exactement. Tu as trouvé le bon terme, c'est tout à fait ce qu'elle explique dans son ouvrage. Euh, du coup, vu on parle aussi pas mal de sport. Toi, tu fais Oui. du sport du coup à ton à ton sanctuaire, à ton refuge. Oui, alors exactement, au sanctuaire, on est amené, voilà, à faire, du sport, de manière, en tout cas, quotidienne, hein, puisque, porter le foin, porter l'eau et cetera, voilà, c'est toujours un travail très compliqué, et puis, de toute façon, je crois qu'il y a, voilà, chez les camarades de 269 Libération Animale, toujours une petite volonté aussi de continuer à s'entraîner pour pouvoir pratiquer l'action directe. Donc on a, c'est vrai pour la plupart, une pratique sportive, qu'elle soit au sanctuaire ou ailleurs. Et c'est aussi parfois important, parce que je tiens à le dire, sous les cagoules, chez 269, 70% des personnes sont des femmes. Et c'est vrai que pour une femme, je dis toujours que le pavé ou le pied de biche, il est 2 fois plus lourd parce qu'on doit se débarrasser aussi on doit vaincre finalement les lois, mais aussi l'ordre social qui est sexué et qui ne voit pas les femmes comme étant des personnes qui peuvent faire de l'action directe. Et pour nous, c'est important aussi de nous réapproprier le corps, de voir qu'on en est tout à fait capable, qu'on est capable de fracturer une porte pour entrer dans un abattoir, qu'on est capable de faire plein d'autres choses. Et ça, je trouve que c'est beau chez 269, c'est vraiment d'avoir combattu un petit peu cette socialisation des corps qui veut que les corps féminins, c'est plus à l'arrière, c'est plus dans le soin, c'est plus dans le discours, pour finalement les mettre en avant aussi et montrer que elles étaient tout à fait capables d'aller au front, si je puis dire. Et ça, pour moi, c'est une question qui est vraiment très, très importante chez 269. Voilà, la question du corps. Ouais, tout à fait. Ouais, effectivement, c'est intéressant parce que si on prend par exemple des corps spécialisés professionnellement, les Oui, pompiers par exemple, ils sont dans l'obligation d'être suffisamment en forme H24 oui. pour du coup être prêts à répondre à une intervention sur le terrain. Et du coup, en tant que partisan du coup des actions directes, c'est un peu quelque chose du coup que vous êtes obligé d'une certaine manière de faire aussi, du coup d'être Oui, suffisamment voilà. performant pour pouvoir être efficace derrière. Ouais. Mais tout à fait, Ben, et tu as raison, on parle jamais non plus des aspects pratiques, voilà, des mouvements ou des luttes sociales et surtout quand on se dit révolutionnaire, mais il va de soi qu'il faut, comme dans voilà, alors bien évidemment, je ne me compare pas et je ne compare pas 269 à ces organisations-là qui en sont tellement plus courageuses et qui ont obtenu tellement plus de choses. Mais quand on regarde les combattantes au Rojava, etc., ces femmes-là s'entraînent tous les jours pour pouvoir pratiquer. Alors elle, évidemment, c'est la guerre, donc c'est un contexte qui est bien plus différent et bien, bien plus grave, ça va de soi.
Mais en tout cas, il y a vraiment une pratique qui est quotidienne et je crois que c'est très important quand on fait de l'action directe, bien aussi de s'en soucier. Ça veut pas dire qu'on n'accepte pas tous les corps, hein, dans ces pratiques-là et qu'on est dans quelque chose d'un petit peu élitiste où il faudrait être forcément entraîné pour en faire. Mais c'est évident que quand on essaye en tout cas d'en faire régulièrement, c'est quand même très important. Ouais, et puis c'est assez lourd pour le corps. Mais Oui, les sanctuaires, c'est intéressant aussi parce que tu sais, on a l'image qui est juste, en tout cas, qui est juste des fermiers et des fermières, tu sais, qui ont une forme physique oui, qui est assez carrée, assez fort. Et les sanctuaires, du coup, pour avoir fait rapido, était un petit peu dans des sanctuaires, c'est énormément de travail pour pouvoir s'occuper des animaux aussi, tu vois. Donc, on n'est pas dans l'élevage directement, qui ont aussi un rapport particulier très important, du coup, physique avec les animaux et en termes de porter des charges lourdes et tout. Mais dans les sanctuaires, c'est aussi énormément le cas. Ça demande énormément de force, du coup, et d'énergie pour pouvoir s'occuper des animaux H24. oui, tu as raison, Ben, c'est vrai. Souvent, on n'a pas forcément cette image-là des sanctuaires. Et en plus, on voit souvent aussi les antispécistes comme étant un petit peu des citadins privilégiés qui vivent en centre-ville. Et je trouve que pour ça, c'est aussi intéressant, les sanctuaires. Et c'est pour ça que 269 a voulu toujours avoir son lieu, non seulement pour avoir une base militante et un point d'accueil, évidemment, des animaux que nous libérions dans les actions, mais aussi pour montrer que finalement les antispécistes ne sont pas forcément, ne collent pas en tout cas à la caricature qu'on en fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, et je ne sais pas si tu te souviens, mais je le disais d'ailleurs à l'éleveur qui participait au débat dans le Larzac, je lui expliquais que j'étais comme lui, hein, les pieds dans la boue l'hiver et à transporter aussi des bottes de foin, etc. Et que finalement, on a aussi ce partage de la terre, que nous aussi on est très attachés à voilà, bah oui, au territoire en fait et qu'il faut pas nous prendre non plus pour des citadins complètement désancrés et cetera et moi je crois que la terre c'est très important aussi dans une lutte et ça me permet de rebondir parce que c'est vrai que j'ai déjà fait une intervention avec Fatima Wassak par exemple qui parle dans son livre, son dernier ouvrage, qui s'appelle «Pour une Mhm. écologie pirate» du besoin qu'ont les quartiers populaires de s'ancrer dans la terre pour lutter et moi, je trouve que cet ancrage dans la terre, il a été aussi déterminant dans l'histoire de 269 Libération Animale. C'est vraiment, ouais, ce besoin d'avoir un lieu, d'être attaché aux choses, aux personnes, qu'elles soient animales ou humaines et vraiment à partir de ce lieu-là, de construire en fait une lutte à son image et ça, je trouve que c'est vraiment, un point aussi qui est super important. Ouais, tu parlais un peu tout à l'heure du Rojava, du coup. Donc le Rojava, c'est Oui, une région qui se trouve au nord de la Syrie, du coup, où sont présents notamment les Kurdes, qui ont oui. mis en place, du coup, leur propre système, du coup, en parallèle du système politique présent. Et du coup, ils ont créé leur propre système qui leur correspond, du coup, sur le confédéralisme. Et du coup, est-ce que tu penses justement que les luttes antispécistes véganes, ils auraient du coup besoin de créer également ces différents espaces politiques et ces différents espaces d'échange du coup qui sont propres du coup et qui permettent on va dire, de travailler à un nouveau monde du coup, à une nouvelle utopie d'une certaine manière? Parce que c'est un Alors peu la démarche du coup des sanctuaires quelque part déjà, de faire souvent, enfin il y a plusieurs sanctuaires en France où oui. l'idée c'est de faire des animations, des rencontres et d'inviter les gens justement à investir ce lieu et à en faire quelque chose de différent. Oui, je pense que c'est effectivement très beau et très porteur de créer comme ça, partout un petit peu sur le territoire partout sur, oui, le territoire des petits points d'ancrage, voilà, des luttes. Je trouve que c'est très beau, que c'est très puissant. Après, je crois que ça sera pas suffisant non plus. Malheureusement, je crois pas en ce qu'on pourrait appeler la théorie de l'archipel. Ça, c'est un petit peu Bookchin, qui est un anarchiste, qui en parle dans ses ouvrages et qui a beaucoup inspiré Öcalan et donc le modèle du confédéralisme démocratique. Mais moi, je ne crois pas qu'en multipliant comme ça partout forcément les zones autonomes, on arrivera forcément un jour à renverser le système capitaliste. Je pense que par contre, c'est très important pour travailler en souterrain une idéologie différente et apporter des pratiques différentes et commencer à concevoir un monde nouveau ici et maintenant, hein, si je puis dire. Et ça, je trouve que c'est
par contre, c'est très intéressant et très important, et surtout les connexions qui peuvent exister entre ces lieux, parce que c'est de cela, hein, qui tirent leur force. C'est-à-dire que, par exemple, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, quand il y avait un problème au Rojava, les solidaires du Rojava, et le Rojava va avoir un message de soutien envers la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, etc., etc. Et finalement, c'est, voilà, on pourrait citer aussi le Chiapas, tout ça, hein, la lutte des apatistes. Mais finalement, tous ces petits territoires dans le monde entier se connectent les uns aux autres et proposent d'autres modèles. Et ça, je trouve que c'est particulièrement intéressant, parce que c'est comme quelque chose qui travaille comme ça en souterrain. Mais par contre, je suis pas utopiste au point de penser que ça suffira un jour à renverser l'État capitaliste. Et alors ça, c'est les grandes, voilà, les grandes discussions qu'on peut avoir entre anarchistes et communistes. Mais je pense qu'à un moment donné, malheureusement, pour faire la vraie révolution, il faudra quelque chose qui se passe à un autre niveau, plus important, et qui soit peut-être, et sans doute plus violent, ça va de soi. Mais ça n'empêche que, en attendant, j'ai envie de dire, je trouve que c'est très intéressant, ce réseautage de petites zones autonomes, et je crois que les sanctuaires antispécistes en font partie. Alors les sanctuaires antispécistes, quand évidemment ils ont derrière aussi le discours politique qui va avec, parce que je crois que malheureusement il y a parfois aussi une différence entre les sanctuaires antispécistes, qui sont des sanctuaires où, comme tu le dis, on reçoit du public aussi, on essaie de créer quelque chose. Et puis les refuges pour animaux, qui ont un discours un petit peu, voilà, dépolitisé, et qui sont des lieux très très légalistes. Moi, c'est vrai que je fais la différence entre les deux. Et chez 269, on a eu beaucoup aussi de liens, et on en a toujours avec des sanctuaires italiens ou allemands, qui sont des sanctuaires qui sont, alors là, pour le coup, très politiques et officiellement, allez, je vais dire anarcho-communistes, mais en tout cas des lieux dans lesquels on défend ce discours-là et cette lutte antispéciste-là. Et c'est vrai que ça, c'est des solidarités qui sont concrètes, qui sont porteuses de plein de belles choses, et qui nous permettent aussi, évidemment, de placer des animaux un petit peu partout. Ouais, 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 effectivement, par utopie, ce que je veux dire, c'est des petits lieux, en fait, que ce sont des petits lieux, en fait, qui permettent de rêver à un Oui, autre monde d'une certaine manière. oui, C'est complètement. des preuves par le fait. Et tu parlais justement d'ailleurs du fait que, en créant notamment le sanctuaire, l'idée c'était d'investir un peu le terrain du coup en dehors de la ville, du coup le terrain où sont présents les animaux, on va dire d'élevage. Oui, Mais le fait est, au final, c'est que quand on prend la population urbaine, enfin la population française par exemple, 80% de la population habite en ville, quoi. oui, Et c'est vrai. t'as notamment un auteur, du coup un géographe, donc Darren Chang, qui écrit dans un ouvrage collectif qui s'appelle Vegan Geographies. Il écrit du coup dans son article qui s'appelle Infiltrer du coup l'espace urbain. Il reprend du coup la création justement des différents sanctuaires qui existent par les véganes, et il évoque le fait que ça serait intéressant justement d'avoir par exemple des sanctuaires qui vont se créer dans les zones urbanisées, avec l'idée que ça casserait du coup ça casserait le fait qu'il y a une dissociation entre les animaux d'élevage par exemple et les animaux domestiques et les animaux liminaires, ou du coup les animaux liminaires, les pigeons, les rats, ce genre de choses, et les animaux domestiques qu'on va avoir plus facilement, du chat à chien, dans des espaces urbains. Et notamment l'idée que ça permettrait justement de casser un peu la frontière que les gens font entre leur chat à la maison et leur steak de viande dans l'assiette. Oui, Ben, bah, tu vois, je connaissais pas du tout, voilà, cet ouvrage, et c'est vrai que c'est une idée qui est, bah, oui, pourquoi pas, je dirais pourquoi pas. Le problème qu'on aurait, en fait, à essayer de faire ça, c'est la législation, sur les animaux dits de ferme, en Ouais. fait, nous impose, si tu veux, hein, plus ou moins, de les parquer, en fait, plutôt en zone rurale. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la détention d'animaux de ferme, je suis pas persuadée qu'elle soit permise en zone urbanisée. Je sais que c'est très, très compliqué. Tu sais, il y a tout un corpus législatif là-dessus, à cause Mm. notamment de la transmission des maladies et tout. Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec toi que on pourrait, hein, s'il n'y avait pas cette législation, installer des sanctuaires en zone, on va dire, allez, périurbaine, et que ça serait sans doute peut-être plus intéressant, et ça sortirait aussi de ces tentatives qu'ont parfois certaines municipalités, tu sais, de faire les fermes en ville, voilà, où c'est très carte Ouais. Et postale, puis j'aime et beaucoup ça, ouais. surtout très dégueu pour les animaux, en fait, hein, voilà, et de créer des projets quand même un peu plus intéressants, où les animaux aient quand même une vraie, voilà, en tout cas, des schémas qui soient pas du tout d'exploitation. Mais je suis même pas persuadée qu'au niveau de la loi, ça serait forcément possible. Mais de toute façon, ça révèle aussi quelque chose, c'est que cette distinction ville-campagne, ça aussi, c'est venu en fait aussi avec le système capitaliste, hein, et qui fait Ouais. qu'aujourd'hui, finalement, on a des campagnes qui sont
complètement désertiques, réservés à la monoculture et qui font des villages dortoirs. Et ça pose aussi question sur comment est organisé le territoire, tout ça. Et c'est pour ça que j'en reviens toujours à ça. Mais c'est vrai que l'antispécisme, il y a aussi une lutte de la terre aussi, en fait, de l'accaparement des terres, de comment elles sont distribuées, etc. Et ça, c'est des logiques qui sont à l'œuvre depuis évidemment plus d'un siècle, mais ça crée aussi une invisibilisation en fait des animaux. Donc tu as raison. C'est compliqué Mm. quand même de lutter pour ce qu'on ne voit pas. C'est bien le problème qu'on a dans l'antispécisme, c'est qu'on a beau utiliser le récit pour parler de la souffrance animale, essayer désespérément d'expliquer aux personnes ce que vivent les animaux, mais comme on ne voit pas les animaux, c'est très compliqué d'intéresser sur cette lutte. Et c'est vrai que c'est pour ça que nous, on a fait le choix de déplacer, si je peux dire, l'activisme dans les lieux où se trouvent les animaux et où se trouvent les animaux dans la pire des périodes, hein, c'est-à-dire l'abattoir, évidemment. Mais c'était quelque chose de stratégiquement réfléchi. C'était justement pour réintégrer les animaux dans la lutte antispéciste parce que sinon, on ne les voit pas. Et c'est quand même bien le problème. Ça nous sort aussi de ce côté un petit peu paternaliste qu'a la lutte antispéciste, c'est-à-dire que c'est des humains qui parlent d'animaux dans la rue, quoi. Et moi, c'est vrai que Ouais, c'est je me une rappelle, posture, ouais. t'as dit quelque chose de très juste dans une intervention qui m'a fait rire parce que c'est très juste. C'est que vous aviez justement envie de sortir de ce fait de faire des manifestations le samedi en pleine ville. Et je jette Ouais. pas la pierre aux personnes qui le font, hein. Moi-même, je le fais, je suis dans des Oui, assos. mais oui. Mais c'est très vrai que du coup, ça décale du coup l'intérêt, enfin, des animaux en fait. Là, tu ressens du coup vers les lieux d'abattoirs notamment où sont présents les animaux concrètement. Bah, c'est ça, Ben, tout à fait. Puis malheureusement, ça nous sort aussi, voilà, de la posture du porte-parole, parce que je trouve qu'elle est pas évidente à tenir quand même dans une lutte sociale. On est dans des luttes de gauche. Je sais que, voilà, de ton côté, tu te reconnais aussi dans, voilà, dans ce côté-là, si je puis dire, des luttes de gauche, quoi. Et c'est vrai que, bah, la posture du porte-parole, elle est quand même pas évidente à justifier. On vient parler pour d'autres que nous. Alors, si en Ouais. plus on fait pas d'effort de réflexion sur comment notre lutte pourrait être plus proche des opprimés dont on parle, bah, ça nous enferme quand même dans un truc que moi j'appelle de l'animalitaire, hein, qui est quand même pas très, pas très cool. Et moi, je pense qu'on peut quand même réfléchir à des méthodes de lutte où on inclut en fait les opprimés dans ce qu'on fait. Et je trouve que c'est une posture qui est quand même, plus politique et plus tenable en fait, tout simplement. Et c'est vrai que d'être aux côtés des animaux, de faire ce déplacement géographique-là, pour moi, il est quand même fondateur de quelque chose, tant en termes de théorie d'ailleurs qu'en termes de pratique. Mais je suis très mal à l'aise, moi, c'est vrai. Quand je ne fais que de parler à la place des animaux, ça me met dans une posture qui, je trouve, est quand même assez inconfortable. C'est pour ça que, et pourtant, je le fais, hein, on va pas se mentir, Ouais, je bien donne des sûr. conférences, je viens parler, voilà, et j'ai pas de mal à le faire. Mais il n'empêche qu'à par ailleurs, j'aime aussi, avoir une toute autre posture et moi, je le dis toujours, c'est aussi ma vie partagée avec les animaux qui ont été libérés qui m'a permis de construire ma pensée. Et c'est vrai que je parlais tout à l'heure de l'importance du lieu, en fait, depuis lequel on parle, mais moi, c'est vraiment ça. C'est aussi le quotidien avec les animaux qui m'a permis de construire toute la théorie et ça, c'est très important et je crois qu'il faut leur rendre, voilà. Et aussi essayer. C'est pour ça qu'elle est super intéressante, franchement, la lutte antispéciste, c'est parce qu'elle nous force, en fait, à imaginer plein de nouvelles choses aussi en termes de pratiques de lutte. Parce que je crois qu'on est très singulier aussi pour ça, parce qu'on parle pour d'autres que nous. On agit pour d'autres que nous. Alors, il faut qu'on pense à comment on doit faire pour faire quand même avec eux. Et le Ouais, avec faire eux, avec eux, c'est fondateur. créer d'autres manières de penser, ouais, de réfléchir et créer un nouveau monde d'une certaine manière. Tout à fait. Puis quand on se situe quand même à gauche, ben, c'est des questions qui sont importantes, je crois. Voilà. C'est autant Ouais. ça va pas être questionné à droite, autant à gauche, oui, ça c'est quand même questionné. Le volet paternaliste qu'ont certaines luttes aujourd'hui, il est beaucoup remis en cause. Donc à nous aussi de savoir comment on peut s'en sortir, hein. Ouais, sachant qu'on n'arrivera jamais à faire parler une vache. Non, bien sûr, Mais mais voilà, mais on peut peut-être au moins visibiliser ces formes de résistance, voilà. Parce que je ouais, je crois qu'aujourd'hui, il y a vraiment des pratiques de résistance animale. Alors bien évidemment, je vais pas parler de révolte parce que ça serait vouloir coller un discours un peu radical, de manière totalement, superficielle. Si les animaux avaient réussi à former, voilà, une vraie organisation révolutionnaire, ils en seraient pas là aujourd'hui. Les animaux d'élevage, aujourd'hui, sont modifiés jusque dans leur corps
pour qu'ils ne puissent pas se défendre. Et malheureusement, ce sont les vaincus de l'histoire. Et c'est pas grave. Ce que nous, on peut faire, par contre, c'est essayer de les aider du mieux qu'on peut et essayer d'avoir une lutte de complices solidaires. Mais il n'empêche qu'à titre individuel, on voit des pratiques de résistance chez les animaux, même s'ils n'arrivent pas à se fédérer ensemble. Mais Bien sûr. ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, j'ai envie de dire. Et quand tu as ton corps qui, de toute façon, est privé d'attributs défensifs, et quand les carcans de métal t'emprisonnent au point où ils sont emprisonnés aujourd'hui, il est évident que, de toute façon, une pratique organisée de résistance est impossible. Mais par contre, des gestes individuels de survie, on en voit dans les abattoirs. Et moi, je trouve que c'est important aussi de les visibiliser parce que malheureusement, les animaux d'élevage, ils sont aujourd'hui envisagés en termes de masse, en fait. Personne, on parle d'eux en termes de poids, de kilos, de nombre, d'ailleurs de nombre tellement grand qu'on n'arrive pas, en fait, à les individualiser. Et je pense aussi que de me les montrer, ne serait-ce que de les montrer dans les abattoirs, etc., ça permet quand même de les débarrasser en fait de ce statut-là de masse, voilà, de propriété interchangeable. Et pareil pour les sanctuaires. Les sanctuaires font ce travail encore plus en fait, de montrer que c'est des individus à part entière. Ça, je crois que c'est aussi très très important. Il y a une citation que j'aime bien aussi, je crois que c'était une personne d'un sanctuaire suisse qui disait ça, que les sanctuaires sont le fer de lance de la cause animale. Et je trouve ça très juste, ça, parce que comme ça montre que d'autres espaces sont possibles, qu'il est possible de créer d'autres espaces, et qu'on peut avoir un rapport individuel avec et découvrir la personnalité d'une chèvre, d'un mouton, d'une vache, comme n'importe quel autre animal de toute Et, manière. et bah tout à fait, tu as tout à fait raison. Et c'est vrai que pour nous, ça nous paraît évident, mais c'est pas du tout évident dans le monde extérieur. Et en Mm. cela, les sanctuaires font tout un travail très pédagogique aussi pour montrer les liens qu'on peut tisser avec les animaux en dehors de toute exploitation. Parce qu'en fait, le problème, c'est aussi les imaginaires en fait qu'on développe et les paradigmes, etc. Et aujourd'hui, le seul paradigme de relation que nous avons avec les animaux, c'est l'exploitation et la domination. Personne n'envisage autrement la possibilité d'une interaction avec les animaux. Donc, je trouve que pour ça, les sanctuaires sont essentiels parce qu'ils vont nous faire imaginer autre chose, qu'on peut avoir un autre lien avec les animaux qui est celui de l'exploiter. Et pour ça, je pense qu'ils sont vraiment essentiels dans le développement de nos imaginaires. Et Mm. ça, c'est fondamental. Ouais. Ouais, ouais. Heureusement, il y en a de plus en plus qui se développent, des sanctuaires. Après, comme tu dis, ils sont effectivement peut-être pas tous politisés, mais il y a quand même une petite augmentation du nombre de sanctuaires en Oui, France, quoi. Bon, après, ils sont une vingtaine, trentaine grand max, je dirais, mais ça se développe petit à petit. oui, complètement. Mais tu as raison, Ben, et je vois aussi de plus en plus de projets de sanctuaires, même si tout n'est pas toujours abouti. Mais en tout cas, il y a de plus en plus une volonté aussi de prendre, en fait, des territoires et puis d'installer, c'est la fameuse, voilà, la fameuse idée de faire ici et maintenant, tout de suite, en fait, le Mm. monde qu'on voudrait voir advenir plus tard. Et je trouve que c'est important. Voilà, on le disait tout à l'heure, ça suffira peut-être pas à faire une révolution, mais en tout cas, voilà, tout ce petit réseautage travaille en souterrain, diffuse d'autres idées, d'autres imaginaires, fait aussi réagir l'État, parce qu'il faut voir, nous, la répression qu'on a subie sur le lieu sanctuaire. Je ne parle pas de la répression pour les actions, mais vraiment le sanctuaire en tant que tel a été un objet d'intérêt pour l'appareil répressif et judiciaire, parce qu'il sait très bien que dans ce lieu-là, non seulement des militants se rencontrent, mais en plus on imagine autre chose et on voit, en fait, on rend visible autre chose. Et ça, je crois que ça a dérangé, et ça dérange toujours l'État. Quand je vois la surveillance qui plane sur le sanctuaire de 269 Libération Animale, c'est vraiment, c'est là où ça se révèle en fait aussi, ce qui inquiète l'adversaire et c'est très intéressant. Ouais, parce qu'on montre que autre chose est possible, mais Tout enfin, à fait. en l'occurrence, je pense ma tatoueuse, elle veut créer un sanctuaire, tu vois, elle met de l'argent de côté Oui, pour faire ça petit à petit. Pareil, j'ai deux, trois autres amis qui veulent. Moi, il y a quelques années, mon projet à terme, c'était de créer un sanctuaire en parallèle du sport de combat. C'est de faire d'un côté sanctuaire et l'autre côté sport de combat pour lier deux activités. C'est oui, un mais peu dans le projet de complètement. Vegan Fighter. Enfin, mais du coup, ouais, ça, petit à petit, quoi, il y a plein de choses qui avancent.
Mais bien sûr, et puis il faut pas négliger, je crois, le rôle des sanctuaires et de ces espaces-là aussi pour la lutte. J'entends par là pour les actions militantes. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on souffre quand même aussi d'un manque d'endroits où se rencontrer, moi, je trouve. On n'a pas de grands événements comme ont parfois les luttes sociales à gauche, typiquement les universités d'été ou ces choses-là. On manque un petit peu d'événements et je trouve que ces lieux, ils sont aussi importants pour qu'on puisse préparer ensemble, réfléchir stratégiquement sur ce qu'on peut faire, ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie de construire, etc. Et moi, je néglige pas non plus cet intérêt dans ce type de lieu parce que je trouve qu'aujourd'hui, on manque de ces espaces-là, vraiment. Ouais. Après, il y en a quelques-uns quand même, tu vois. Il n'y en a peut-être pas suffisamment, mais c'est pas forcément toujours simple de s'y rendre. Je Non, pense notamment, il y a au Luxembourg, il y a le YARC, donc oui, International Animal Rights Conference, qui a lieu en septembre tous c'est les ans, vrai. qui rassemble différentes associations et collectifs du monde entier pour échanger justement les tactiques et pour voir du coup quelles sont les principales luttes à mener et comment du coup amener ces luttes la meilleure façon possible. Oui, c'est vrai, tu as raison, Ben, mais avec le Covid, on a eu, mais bon, ça redémarre un petit peu, heureusement, une grosse baisse, évidemment, Mm. du militantisme plus traditionnel. Et c'est vrai qu'avant, peut-être, par exemple, la marche pour la fermeture des abattoirs faisait un petit peu aussi office de lieu de rencontre pour les militants, pour apprendre voilà, à comploter, si je puis dire, même stratégiquement, tout ça. Et c'est vrai que ces dernières années, on était un petit peu en manque de ces moments-là, si je puis dire. Mais voilà, je ne Ouais. doute pas que ça reviendra progressivement. Et c'est pour ça aussi que ça se complète. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que finalement, l'action directe se complète aussi avec des événements plus classiques, plus légalistes comme cela. Pas parce qu'il faut bien aussi à un moment donné, avant de faire de l'action directe, tout simplement se rencontrer et faire connaissance. Donc, il nous faut aussi des événements d'une autre nature pour que l'action directe puisse se produire. Ça va de soi. Oui, c'est ça. Et puis c'est via les différentes méthodes d'action que les choses avancent, de toute manière. Autant Exactement, tout à par fait. l'action directe que par du tractage dans la rue. Enfin, Bien sûr, tout sert voilà. entre guillemets pour évoluer les choses. Tout se complète. Après, ce que je regrette, c'est parfois voilà, le faible nombre d'activistes qui vont évidemment se porter vers l'action directe. Mais ça, c'est encore une fois, c'est le contexte, c'est l'état, voilà, l'état social actuel qui veut ça. Mais il n'empêche que ça peut changer dans les années à venir. Je n'en doute pas. Ouais, ça peut changer ou ça peut changer dans le mauvais terme. Ça me fait penser, Oui, en l'occurrence, à Sainte-Soline. Donc Sainte-Soline, du coup, où il y a eu les actions contre les bassines, où du coup, il y avait énormément de personnes. Il y avait 30 000 personnes de mémoire qui étaient présentes pour oui, une grosse manifestation à Sainte-Soline. Et j'en parlais justement avec des activistes principalement écologistes. Et ils me disaient que pour eux, ce qui s'est passé là-bas, c'était limite un syndrome post-traumatique. C'était un oui. état de guerre limite qui se sont fait détruire par 1 milliard de grenades fumigènes qui leur sont tombées dessus et ils sont vraiment ressortis pour beaucoup choqués. Il y en a plusieurs que ça a vacciné justement de faire des actions. Bien sûr, alors après, moi je dis toujours dans la mesure du possible, et à Sainte-Soline, c'était pas envisageable, évidemment, c'est pas du tout une critique que je fais envers Sainte-Soline, bien au contraire, les militants sont les victimes, ne l'oublions jamais. Mais c'est vrai que c'est pour ça qu'on essaie aussi chez 269 d'avoir une pratique qui permet d'éviter l'altercation avec l'appareil répressif, notamment l'action directe anonyme. Voilà, il y a toute une partie de notre activisme qui se fait en anonyme, en cagoule, voilà, la nuit, et dans la perspective de ne pas se faire attraper par la police. Et je trouve aujourd'hui que ça aussi, c'est des pratiques stratégiques qu'il faut absolument développer, c'est-à-dire plus agir par surprise, ne pas se jeter dans les bras de la répression parce qu'on l'a beaucoup fait et on le fait encore quand on fait des blocages d'abattoirs. Et les séquelles que tu décris, même si elles sont peut-être voilà, moins flagrantes dans les blocages d'abattoirs, elles sont bien présentes parce que quand tu as des flics qui viennent t'évacuer de manière violente et qui ont déjà commis des attouchements sexuels, je pense, sur des militantes. Il y a beaucoup de militantes de 269 qui ont dû déposer des plaintes parce qu'au moment de l'évacuation, les flics se permettent tout. Et c'est évidemment, ça laisse des traumatismes et c'est évident. Et je crois qu'il faut faire aussi très attention à tout ça. Et c'est là où la solidarité, la camaraderie doivent fonctionner pour prendre soin les uns des autres, pour aussi ne pas que ce soit des moments de lutte éphémères où chacun vient, on se vient se faire évacuer
voilà, violemment par la police, puis chacun repart de son côté. Je crois qu'il y a besoin aussi que la lutte, elle existe en dehors des actions et qu'on essaie de créer du lien, en fait, tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour pas que, voilà, Ouais. il y ait des moments éphémères, une fois tous les 2 mois et puis après et parce que ça, en fait et ça produit exactement ce que tu expliques, c'est-à-dire des traumatismes qui sont pas, qui vont rester parce qu'il y a pas de solidarité, il y a pas de soins qui est apporté ensuite dans la durée et moi, je trouve que c'est pour ça aussi important les sanctuaires, c'est parce que c'est typiquement des endroits où on va pouvoir se réunir après une expérience, traumatisante d'évacuation, par exemple, d'un abattoir et on va pouvoir, les uns les autres s'apporter du réconfort, de la bienveillance et oui, c'est vrai que ça peut néanmoins produire un effet d'éloignement, en fait, hein, de la pratique de l'action directe. Il faut rester très vigilant, face à ça et parfois les libérations nous menons d'animaux, voilà, dans des abattoirs, je dis toujours que c'est des petites victoires parce que ça procure là, pour le coup, vraiment aussi, quelque chose de très enthousiasmant, chez les activistes qui y participent et quelque chose de très beau et je trouve que parfois on néglige ces moments-là dans les luttes, des moments de joie si je peux dire et je trouve qu'ils sont importants parce qu'ils nous permettent de nous maintenir dans la durée. Je crois Ouais, qu'il ne faut pas négliger ça. effectivement, c'est la fatigue militante d'une certaine manière. Bien Ça sûr, arrive souvent pour les personnes qui viennent juste de découvrir cet horizon-là, qui viennent juste de devenir véganes et qui sont limite agressifs lorsqu'ils parlent de ces sujets-là à bien leurs oui, proches. Et qui, au bout de 1 an, voire moins, ils sont au bout de leur vie, ils en peuvent plus, ils dépriment, ou si c'était pas arrivé avant. Et notamment, ils se retirent des luttes. Bon, après, chacun a des épisodes de sa vie, on n'a pas forcément le temps. Mais bien notamment, parce sûr, qu'il y a une fatigue militante, ils ont l'impression que ça avance pas, que les choses évoluent pas. oui. Effectivement, c'est important de créer des espaces communs pour pouvoir échanger de ces choses-là, pour se remonter le moral aussi et se dire que les choses avancent petit à petit. Voilà, tout à fait et qu'il faut garder, l'espoir quoi qu'il arrive et même si, de toute façon, il faut toujours savoir c'est vrai dans les combats, les luttes sociales, ce que l'on fait porte souvent ses effets, allez 10-20 ans plus tard, hein. Donc il faut pas malheureusement, il faut pas tomber dans ce travers du désespoir, même si c'est bien facile à dire, mais je crois qu'il faut vraiment, comprendre qu'on travaille pour plus tard, voilà. Même si c'est difficile et de ne pas voir les effets immédiats, mais moi je suis persuadée que ce qu'on fait n'est pas inefficace et est en train de fabriquer quelque chose. Voilà, ça j'y crois de toutes mes forces. Ouais, ouais, c'est vrai. Tu parlais également des luttes, enfin, du fait que vous étiez cagoulé en action directe. Et ça me fait penser également à l'ALF, donc l'Animal Liberation Front, qui Oui. a débuté dans les années 60-70. Et mine de rien, ça a déjà 50 ans, le fait de faire des actions cagoulées, de libération directe des animaux. Bien sûr, l'ALF est un mouvement dont on s'inspire évidemment beaucoup. La petite différence, c'est peut-être que l'ALF a choisi, et on les comprend, ils étaient au début de quelque chose, davantage de cibler les laboratoires et des animaux qui pouvaient attirer aussi une certaine sympathie de l'opinion publique, et ce qu'on comprend bien naturellement vu les méthodes d'action qu'ils employaient, même si par la suite ils se sont diversifiés aussi en termes de cibles. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans l'ALF, c'est le discours des premières années parce qu'ils avaient un discours super politique. C'était des gens qui étaient souvent issus du milieu anarchiste, de la scène punk ou des associations aussi, voilà, ouvrières à gauche, etc. Et c'est vrai qu'ils avaient un discours très politique qui s'est perdu par la suite, malheureusement, et qui est devenu quelque chose d'assez moraliste, assez même agressif, hein. L'ALF a eu parfois des méthodes de lutte que moi je n'approuve pas du tout, hein. Envoyer des lettres piégées à des employés de laboratoire ou ils ont même déterré des cadavres de familles de certains laborantins, etc. Des choses assez Ouais, c'est horribles. vache. Voilà et à ce moment-là, ils avaient déjà perdu, hein, leur discours politique. On rentrait vraiment dans un espèce de moralisme très agressif et quelque chose qui était complètement dépolitisé. Mais il n'empêche que dans les premières années, ils ont créé quelque chose d'incroyable. Enfin, moi, je suis subjuguée, par leurs écrits, par la force de leurs actions, par la question de la violence qu'ils ont osé poser et surtout, de leur efficacité parce que quand même on l'oublie, mais ils ont réussi à créer cette fameuse fracture, hein, je le répète, dans le monde social, dont je parlais tout à l'heure et que nous n'avons pas encore réussi, à faire. Mais vraiment la question animale était un sujet dans l'opinion publique. Elle était un sujet pour les partis politiques de gauche et ça, je crois que c'est vraiment aujourd'hui, voilà, quelque chose dont évidemment 269 s'inspire, même si je le rappelle, je condamne après
l'évolution et le tournant que ça a pu prendre, voilà, comme quelque chose d'un petit peu élitiste, un peu d'ailleurs masculiniste, hein. On a ces images Mm. voilà, ouais, de sauveurs un peu des animaux, tout ça, moi, que je trouve moins pertinente dans les dernières années. Après, je crois qu'aujourd'hui, néanmoins, il faut organiser notre mouvement. Parce que le problème, c'est que je vois parfois, j'ai beaucoup de personnes qui vont me dire, bah oui, mais il y en a des petites actions directes un petit peu à droite à gauche, des destructions de miradors, ce genre de choses-là. Mais malheureusement, depuis 20 ans, il y en a et ça change rien. Je crois il faut être un peu plus ambitieux aussi dans la pratique de l'action directe. C'est peut-être pas le mot le plus adapté, mais je veux dire en tout cas plus ambitieux en termes de cible. Je crois aujourd'hui il faut un petit peu se concentrer. Voilà, j'en reviens toujours au même, mais je trouve que l'action directe serait pertinente aujourd'hui à vraiment se focaliser sur la cible abattoir et surtout sur des cibles qui font comprendre au monde extérieur que le spécisme est un système. Parce que malheureusement, les petites actions isolées à droite à gauche qui visent des cibles assez mineures, hein, des miradors ou voilà, aller faire des petites choses à côté de chez soi, c'est pas porteur voilà, de puissance politique, ça fédère pas réellement un mouvement. Et je crois qu'il y a besoin qu'on se concentre vraiment sur des grosses cibles avec un message très politique et qu'on envoie du lourd, si je puis dire. Parce que Ouais, tu as cette volonté ouais, aussi d'association, de collectif, justement, d'essayer de médiatiser en fait oui, leur et du coup de faire un gros coup médiatique, qu'il y ait plein oui. de gros médias qui soient là, de chaînes de télé, de journaux, et justement que pendant 2, 3 jours, ça passe débat sur les plateaux télé, sur les politiciens, et que du coup, ça crée, on va dire, réellement un événement politique en tant que tel. Mais moi, je crois, Ben, parce que je pense que malheureusement, de toute façon, personne ne s'intéresse à la question animale. Ce n'est pas un sujet. Donc, nous devons l'imposer, en fait. Donc, on n'a pas le choix. Et pour avoir cette espèce d'esprit conquérant, cette espèce de volonté d'imposer cette lutte, il faut de toute façon taper fort. On ne va pas se mentir. Et pour taper fort, taper spectaculaire et aussi bien choisir stratégiquement sa cible. Et moi, je suis d'accord avec toi que ça pourrait peut-être créer quelque chose. Et on l'a vu d'ailleurs pour partie avec un geste, alors que c'est sans doute pas celui que je trouve le plus pertinent, le plus efficace, mais le caillassage, par exemple, des vitrines de boucherie a quand Ouais. même eu un impact médiatique assez important il y a 2, 3 ans. Et je trouve que c'est pas négligeable, voilà, parce que ça permet quand même d'amorcer quelque chose. Évidemment, ça ne fait rien en soi, mais ça amorce quelque chose. Et surtout, ça met sur la place publique la question des tactiques de lutte, encore une fois, et la question antispéciste. Alors malheureusement, c'est récupéré par des médias mainstream qui vont en faire une guerre entre vegan et boucher, alors que c'est pas du tout le Ouais. propos. Et Et total soutien. malheureusement, ouais, on sort pas de l'affrontement individuel. C'est pour ça que je dis que le caillassage de boucherie n'est pas forcément le geste que je trouve le plus efficace. Alors que si tu cibles un abattoir, tout le monde comprend. Et surtout, l'abattoir, il se fait voir comme structure. Il se fait pas voir comme monsieur ou madame machin. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui est Ouais, intéressant dans on cette sort de l'attaque cible-là. personnelle, effectivement, ouais. Voilà. Et c'est pour moi ça, il n'y a pas assez de réflexion là-dessus. Il faudrait vraiment du coup impacter des lieux en fait qui font tout de suite voir le spécisme comme un système. Et là vraiment, je crois on pourrait susciter quelque chose. Et d'ailleurs, les abattoirs, ils sont aussi importants parce que c'est des lieux où s'entremêlent exploitation humaine et animale. On oublie aujourd'hui combien les ouvriers d'abattoirs sont aussi exploités dans les abattoirs. Et je le dis parce que je l'ai vu quand voilà, je suis amenée à faire, de toute façon, je le dis parce que tout le monde le sait, hein, du repérage pour des actions directes et que je vois en fait ces lieux qui fonctionnent. Je vois tous les ouvriers, souvent immigrés, souvent très précaires, qui rentrent d'un côté de l'abattoir et de l'autre les bétaillères qui déchargent toute la nuit. Et dans ce lieu-là, bah, s'entremêlent finalement deux formes d'exploitation. Alors évidemment, les animaux, c'est pire. Eux, ils sont tués. Ça fait pas débat en fait. C'est pas la question. Mais les abattoirs sont des lieux où on exploite des travailleurs sans papier, des travailleurs précaires et où on joue aussi beaucoup là-dessus pour continuer la machine, hein. Et je crois que ça, c'est aussi quelque chose qui est pas beaucoup questionné et qui mériterait de l'être. T'as un documentaire, du coup, ça me fait penser, qui s'appelle Seigneur, donc qui est sorti en Oui, 2017, donc de Vincent Gaulier et Raphaël Girardot, qui parle justement des ouvriers d'abattoir, en l'occurrence, du coup, et de leur vie de manière générale. Et c'est assez intéressant, parce qu'au final, on parle pas souvent de leur point de vue à eux, de ce que eux subissent, de troubles bien sûr. musculo-squelettiques qu'ils ont. Il y a un turning over qui est assez important, où souvent, il y a la plupart des gens qui sont embauchés, ils restent même pas 3 jours, enfin, ce qui est normal, mais bon.
Enfin, c'est intéressant aussi d'avoir cette vision-là, en tout cas derrière, effectivement, de prendre en considération le fait que les ouvriers d'abattoirs sont aussi des personnes exploitées qui subissent de plein fouet, du coup, Tout à fait. Puis l'abattoir est un lieu qui s'est construit en exploitant les humains et les animaux, hein. Il faut lire La Jungle de Sinclair, hein, qui est un formidable document historique d'ailleurs où il explique la naissance des abattoirs de Chicago, hein, comment ces abattoirs-là et toute l'industrie de la viande s'est développée sur le dos des immigrés qui arrivaient là et qui n'avaient pas d'autre choix que d'aller travailler dans ces lieux. Et je veux dire, aujourd'hui, il y a rien qui a varié, hein. Quand on va dans des abattoirs, d'ailleurs même en France comme dans certains autres pays européens, il y a clairement une exploitation. Et d'ailleurs, c'est même assumé, hein. Ils travaillent avec des personnes migrantes, hein, ils l'assument pleinement en disant qu'en échange de quelques cours de langue et d'une facilité d'insertion dans la société, les travailleurs immigrants peuvent venir et voilà, il y a vraiment, il y a même des industries d'exploitation animale. Je pense à un groupe en particulier en Allemagne qui a été accusé d'utiliser le travail forcé de prisonniers, tout ça. Enfin, c'est vraiment assez quand on s'intéresse un petit peu à l'histoire de ces lieux et comment ils fonctionnent, c'est très sordide, hein. Et il y aurait beaucoup de choses à dire là aussi, comment l'exploitation humaine et animale ont été en tout cas associées l'une à l'autre pour engendrer tout ce système-là. Donc je crois qu'aujourd'hui, du coup, cette cible, elle est pertinente à tous les niveaux. Ouais, effectivement. Effectivement. Et tu parlais aussi tout à l'heure, du coup, de la question animale qui avait été reprise par les partis dans les années 70 avec la LF, du coup, pour le coup en Angleterre. Et Oui, c'est quand même quelque chose qui repart, on va dire, en Europe, et en l'occurrence, je pense à la France. Depuis quelques années, mine de rien, il y a eu la création du parti animaliste, il y a eu la création aussi du parti REV, donc Révolution écologique pour le vivant. oui, Il y a la particularité de se décrire directement comme antispéciste, donc un parti antispéciste. Et on a aussi dans les partis plus connus et plus traditionnels, du coup, que sont Europe Écologie Les Verts, on a eu la création d'une commission animale. Également chez la France Insoumise aussi, et plus récemment, il y en a une aussi au NPA, donc le oui. nouveau parti anticapitaliste qui a créé du coup également sa commission animale. Donc au final, on a quand même une résurgence, on va dire, de la question animale dans les politiques du coup. Et tu étais présente aussi avec 260 libérations animales aux universités d'été du coup du NPA, justement avec l'idée qui était que peuvent amener les luttes antispécistes du coup aux luttes anticapitalistes. Tout à fait, Et, Ben, et tu as raison de saluer l'évolution parce que c'est vrai qu'il était temps que la question animale, en tout cas que les partis de gauche s'emparent de la question animale. Et je trouve que c'est très intéressant. Alors encore une fois, bien évidemment, pas suffisant et tout ça se complète, s'articule entre les différentes méthodes, mais je crois que c'est des percées dans les institutions qui sont importantes et effectivement il nous tenait d'être présents et on était très content d'être invité à l'université d'été du nouveau parti anticapitaliste parce que il me semble que c'est quand même aujourd'hui enfin voilà ces universités d'été là d'ailleurs tout parti de gauche confondu sont quand même des grands moments on va dire voilà politiques au sein de la gauche et je crois qu'il était temps que la lutte antispéciste y soit représentée et surtout qu'elle soit représentée peut-être dans ce versant que nous incarnons parfois malgré nous de la radicalité en fait, de la radicalité et du discours très politique. Je pense que c'est pas pour rien que ce soit 269 Libération Animale qui sont invités et pas une association plus consensuelle ou plus mainstream. C'est parce qu'il y a vraiment aussi une volonté bah oui, d'avoir ce type de discours. Voilà, je le disais, quand même très politisé et aussi parce que nous interpellons sur la forme peut-être même encore plus que sur le fond, c'est aussi parce que nous pratiquons l'action directe parfois que ces personnes s'intéressent aussi à 269 Libération Animale. Et ça, il faut le dire, c'est parce que aussi on a des choses à proposer en termes de stratégie. Et je crois que c'est super important parce que c'est quand même quelque chose d'assez beau et remarquable que la lutte antispéciste intéresse aussi parce qu'elle a à proposer en termes de réflexion stratégique et que la pratique de l'action directe aujourd'hui continue d'interpeller à gauche et moi je trouve que c'est assez beau parce que la lutte antispéciste c'est un petit peu comme un laboratoire en fait où on est obligé
parce que je le disais tout à l'heure, on est tellement dans l'échec et on n'aura jamais des milliers de personnes avec nous. Donc, on est dans une situation telle qu'on est obligé d'imaginer plein de choses, en fait, que les autres luttes n'ont pas forcément pensé, théorisé, etc. Et finalement, c'est les autres luttes qui vont avoir besoin, en fait, d'apprendre de nous. Et moi, je trouve que ça peut être très beau et c'est un pont aussi, une manière, en fait, de créer de la solidarité et de l'intérêt pour l'antispécisme que nous avons par la forme. Et moi, je sais que la plupart de nos soutiens aujourd'hui, finalement, c'est par l'action directe qui viennent à nous, plus que par l'antispécisme, voilà, par le discours antispéciste. Et je trouve que c'est quelque chose qui peut être super efficace et beau. Oui, effectivement, ça peut être super efficace et beau. Et mine de rien, quand on parle de lutte antispéciste et de réflexion, c'est vrai qu'il y a énormément d'universitaires qui s'interrogent sur ces questions-là, Oui. qui les lient à leur discipline, que ce soit l'économie, que ce soit la sociologie, la philosophie. Mine de rien, c'est un sujet qui est vraiment très prenant intellectuellement dès l'instant qu'on a envie de se jeter dedans. Il y a plein de questions que ça évoque, plein de sujets, et ça oblige justement Exactement. à y réfléchir. Tout à fait. Et puis c'est important aussi de proposer une autre théorie de l'antispécisme que ce qui s'est fait jusqu'à présent. Et je crois que ces dernières années, il y a un foisonnement de positions, alors qu'il s'agisse d'universitaires comme de militants. Mais c'est vrai que moi, je cite souvent l'afro-véganisme que je trouve très intéressant, les sœurs Co, voilà, qui ont écrit voilà, un magnifique ouvrage aussi sur où elles expliquent les liens, hein, entre le spécisme, le racisme, mais elles le font d'une position qui est bien plus légitime que la nôtre et avec un discours qui est très percutant et très sensé. Mais il y a plein d'autres, il y a aussi la naissance d'un antispécisme vraiment politique dans certains écrits. Et moi, je trouve ça super intéressant parce que jusqu'à présent, quand même, ce qui a été produit en termes de théorie antispéciste, moi, en tout cas, chez 269, ça ne nous convenait pas forcément. Voilà, moi, je suis très critique envers quelqu'un comme Peter Singer parce que j'estime qu'il ne sort pas de l'analogie et du moralisme et que finalement, en termes d'histoire du spécisme, il ne nous apporte rien. Et c'est vrai que je trouve qu'aujourd'hui, le renouvellement de la base théorique est super importante et si on peut apporter notre petite pierre à l'édifice, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Ouais, personnellement, j'ai l'impression que ce renouvellement, en tout cas, il est vraiment présent dans la sphère anglophone et peut-être un peu Oui, moins dans la sphère francophone. Tu parles des sœurs Co, du coup, qui ont écrit l'ouvrage Afroïsme, voilà. qui est publié chez Lanterne Publication Média. Et du coup, ils ont d'autres ouvrages qui lient différentes luttes. Il y en a un notamment qui fait un rapprochement entre l'antispécisme, du coup, et les prisons. Oui, tout à Et fait. et c'est Oui, des choses qui manquent encore peut-être dans la sphère francophone. Il y a notamment un exactement. concept que j'aime beaucoup, c'est le concept de total liberation, Oui, la libération totale, qui justement fait un rapprochement entre l'antispécisme, ce qui va être le sexisme, l'antiracisme, la destruction de l'environnement de manière générale, et le fait qu'au final, s'opposer à à toutes ces discriminations, à tous ces systèmes de dominance, du coup, fait sens. Et c'est très peu présent à l'heure actuelle encore dans la sphère francophone. Ça arrive petit à petit, mais mais tout à fait. Mais tu as raison, Ben. C'est vrai, c'est beaucoup plus présent dans la sphère anglophone. Et puis, on a des personnes, il y a des personnalités comme Angela Davis, etc., qui font mm, ces liens-là et qui, évidemment, leur discours a un poids certain et participent aussi à construire tout ça. Et c'est vrai que chez nous, ça arrive peut-être un petit peu plus lentement. On commence aussi un petit peu à parler d'intersectionnalité, tout ça, mais on n'en parle pas forcément d'une bonne manière parce qu'on continue d'être emprisonné en fait dans l'analogie. On n'arrive pas à parler d'intersectionnalité des luttes sans forcément parler d'analogie, ce qui est très problématique parce que c'est pas du tout la même chose en fait. Donc, ouais, et ce que tu viens d'expliquer sur le concept de totale libération n'est pas du tout de l'analogie en fait. Hein. Mais voilà, il y a un petit peu encore de confusion et de difficulté à ce niveau-là, mais je ne doute pas que ça travaille et que ouais, aujourd'hui je vois quand même voilà des choses assez intéressantes qui se diffusent et tant mieux Ben parce que je crois aussi qu'il faut pas négliger la pénétration de l'extrême droite dans le milieu animaliste. Et moi, je vois des relents réactionnaires. Parfois dans la protection animale, on va dire, voilà, milieu défense animale classique, hein, si je puis dire, sans que ce soit forcément péjoratif, mais je suis parfois très inquiète, voilà, de certains propos, certains discours, certaines complaisances aussi, et certaines, voilà,
comment dire, un certain immobilisme à lutter contre le racisme et le sexisme qui sont très présents encore malheureusement dans le milieu animaliste. Et je pense que c'est important que de notre côté, on apporte un vrai discours politique de gauche et qui rendra sans doute aussi plus accueillant ce milieu à toutes sortes de personnes et qui nous sortira peut-être aussi de cette blanchité qu'on va pas qu'on va pas mettre sous le tapis parce qu'elle est quand même bien réelle, alors qu'il existe aujourd'hui la cause animale et la question animale, elle est posée aujourd'hui dans les quartiers populaires, par exemple. Mais malheureusement, c'est pas du tout visibilisé. On a l'impression que c'est toujours l'apanage, d'un petit milieu un peu bobo blanc qui vit en grande ville. Et moi, je trouve que si on arrive à vraiment avoir un discours à gauche, à s'opposer vraiment au racisme, au sexisme et à mettre en avant ce concept, comme tu le disais, de totale libération, on sera peut-être plus accueillant aussi pour des personnes qui aujourd'hui estiment que cet antispécisme-là, en tout cas, c'est pas le leur. Et qu'on aurait tout intérêt justement à vraiment exprimer en tout cas ce choix que nous faisons et cet antispécisme que nous avons envie de défendre et qui pourrait rendre visible plein d'autres antispécismes qui sont super intéressants. Ouais, effectivement, c'est vrai que après c'est le défaut, on va dire, de certaines organisations qui se revendiquent comme étant apolitiques d'une certaine Ouais. manière et qui du coup font le choix de ne pas, de parler avec tout le monde d'une certaine manière, autant des personnes qui sont d'extrême droite ou des partis qui sont d'extrême droite que d'autres. Après, c'est un choix stratégique, mais effectivement qui est discutable, qui peut être Oui, discutable. oui, je crois. Ouais, il y a notamment le fait souvent qu'on voit passer des choses de certaines associations, il y a tout un flot de commentaires sur les réseaux sociaux qui disent et alors vous parlez pas de l'abattoir, de l'abattage du coup. Voilà, oui. Halal, Ouais, oui. c'est pas abattage halal, ouais, je cherchais le mot. Oui, oui, Et mais tu as raison, ça revient, très régulièrement, et c'est d'ailleurs, certaines associations mainstream mettent quand même le curseur là-dessus. Donc après, oui, évidemment, ça devient un réflexe, en fait, mais qui cache, un relent islamophobe, on va pas se mentir. Enfin, ouais, mais moi, c'est un pour relent de la être, société après malheureusement. Enfin, oui, tu voilà, parlais mais de complètement. et c'est parce que la société en tant que telle, elle est islamophobe et sexiste. Tout à fait. Et Oui, on fait tous par défaut certaines actions ou certaines choses qui le sont. Il faut que exactement. se remettre en question derrière, effectivement. Tu as tout à fait raison. Voilà, mais je ne doute pas, qu'il y ait aujourd'hui quand même une grosse remise en question et une claire volonté aussi, en tout cas pour une certaine partie évidemment du mouvement de se positionner contre tout ça, puis d'essayer de repartir sur d'autres bases et d'inventer quand même autre chose et moi j'y crois très fort. Ouais, moi aussi, j'y crois, Eh effectivement. ben, tant mieux. Et ben, merci pour cet échange, Stephen. C'était très intéressant. Merci beaucoup Ben, merci, c'était vraiment super intéressant et ça donne plein d'espoir pour l'avenir. Et bah ouais, c'est ce qu'on souhaite passer en tout cas. Merci. Bonne fin de journée à toi. Salut. Merci, au revoir. Si vous avez écouté le podcast jusqu'ici, c'est qu'a priori, il vous a plu. Je vous invite donc à nous laisser un commentaire sympa sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, à nous mettre un pouce bleu ou des étoiles. N'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre, que ce soit sur Instagram, Facebook, Twitter ou encore YouTube, ou même sur toutes ces plateformes pour nous donner un max de soutien. Et pour terminer, je vous invite à relayer et soutenir notre cagnotte sur Tipeee. On a plein de beaux projets qu'on aimerait développer avec votre soutien. En attendant, à bientôt pour un nouvel épisode.